quatrième, plus récente, beaucoup d'entre vous l'ont vécu, c'est 2005. 2005, lors des révoltes populaires, dans les quartiers populaires, et suite au décès causé par les poursuites policières de Ziad Ebouna, ici en plein Paris. Et voilà quand nous ressort ce décret sur l'état d'urgence. Notez bien, ce n'est pas une question sémantique. Même déjà dans la guerre d'Algérie, on ne parlait pas d'état de siège, alors que ça ressemble beaucoup plus à un état de siège qu'à un état d'urgence. On n'utilisait pas le mot état de siège, parce qu'à l'époque, on considérait que la guerre d'Algérie n'était pas une guerre, c'était des événements et qui relevaient donc d'une question de police, et l'administration de la police. Ce n'était très récemment que le mot guerre a été utilisé pour... ce n'est pas rien, pour bien... Donc c'est quasiment un état de siège. Et on retrouve bien sûr les grandes lignes du décret original, mais avec une aggravation. Avec une aggravation. Maintenant, non seulement les perquisitions relèvent de la préfecture en dehors de tout cadre judiciaire et de toute procédure judiciaire, mais la préfecture elle-même, dans une discrétion quasiment totale, peut ordonner des perquisitions, peut ordonner des gardes à vue, peut ordonner donc des emprisonnements. Et c'est ce qui s'est passé. On a enregistré un peu plus de 3000 perquisitions, dont seulement une soixantaine ont fait l'objet de procédures judiciaires. Un gap quand même, hein, qui montre l'utilisation abusive de la discrétion de la préfecture et sachez aussi que la plupart des traitements de ce dossier se sont faits dans des commissariats dont ce n'est pas la mission de lutte antiterroriste. Je n'invente pas, nous tenons des statistiques militantes, des militants qui participent à ce relevé de statistiques, mais nous le tenons aussi d'officiels. Lisez donc les publications relatives à ce thème du syndicat de la magistrature, qui n'est pas adhérent au FIQT. Lisez donc les données recueillies par nos amis et camarades du site Urgence, notre police assassine. Normalement, d'ailleurs, on devait attendre Amel Bentoussi ici, qui dirige avec d'autres camarades ce site. Peut-être va-t-elle le dire. Elle enrichirait beaucoup ces propos-là, elle illustrerait beaucoup ces propos-là. Donc je reviens. C'est aussi, vous pouvez lire aussi ce que j'ai fait. Vous pourrez aussi lire les publications de la CGT Police, qui a noté toutes les perquisitions et qui a donné ces éléments-là. Donc, l'abus, il est là, il est illustré. On peut le documenter. Il doit nous aider aussi à militer de façon plus efficace. Alors, c'est une question importante. C'est une question militante et politique importante. Le recensement des violences policières. On ne le recense pas pour un certain travail administratif ou pour se donner bonne conscience. Mais il est important qu'il y ait une autre parole que celle de la police, qu'il y ait une parole militante, qu'il y ait une parole des victimes elles-mêmes face à celle de la police. Or, on est en droit d'affirmer maintenant, compte tenu de la récurrence de ces violences policières qui sont loin d'être des bavures,
Petite parenthèse encore, chiffrée. De 2005 à 2015, il y a eu plus de 100 morts assassinés par la police ou suite à des actions de la police. 100 morts en 11 ans. On ne peut plus parler de bavure. Cette récurrence-là nous interdit de parler de bavure. Mais cette récurrence nous insiste aussi à mettre en face de la parole de la police la parole des familles des victimes, la parole des militants qui ont leur mot à dire. Donc je vous invite, vous aussi, à tenir ces chiffres-là et à les faire connaître par vos moyens. Il faut les faire connaître, sinon il y aura toujours la parole de la police. C'est ce qui se passe. Reprenez le film de ces assassinats. Reprenez-les depuis 2005, rien que depuis 2005, parce que si on remonte à plus, Maurice Rapchis, par exemple, le militant contre la répression policière de longue date, j'espère qu'il est toujours en vie, a tenu un journal depuis les années 70. Il faut s'y référer, c'est une référence militante. Et si on regarde le film de ces assassinats, qu'est-ce qui se passe? Il y a, dans 99% des cas, c'est une précaution simplement oratoire, pour ne pas dire 100%. Il y a dans 99% des cas, provocation de la police. Ça peut être des contrôles aux faciès. Ça peut être un contrôle donc avec provocation, préméditée. Des jeunes nous ont dit, ça fait 4 fois que je me fais contrôler dans la journée. Alors qu'ils sont connus de la part de la police. Ils sont connus, peut-être aussi par certains petits larcins, je ne sais rien. Nous, on n'est pas des voleurs qui font contre l'injustice. On a droit à une justice comme tout le monde. Et donc, le scénario, le film, c'est le suivant. Provocation, contrôle, qui se passe mal, entre guillemets, selon la police. Et puis, donc, la police se déclare en légitime défense, voilà un bien gros mot, se déclare en légitime défense, et il s'ensuit évidemment décès morts, certains dans la prison. Dans les recensements qu'on a fait de 2005 à 2015, il y a eu au moins une dizaine qui sont morts dans les prisons, suite à la maltraitance ou la stress, les cas sont très divers. Et après, qu'est-ce qu'on entend? Mobilisation intense des médias pour qu'ils agissent comme un mégaphone de la parole de la police. Et il n'y a que la parole de la police qui a droit aux médias. C'est exceptionnel que les derniers procès, le dernier en date d'ailleurs, pas le dernier, celui qui date de 2016, le jeune Tunisien qui était abattu devant le commissariat de police du 18e à Barbès, mais c'est celui de 2015. Donc il y a eu le procès du frère de Mehmet Toussi, qui a reçu un certain écho dans les médias, mais qui ne le satisfait pas du tout. Elle-même n'est pas satisfaite de cette médiatisation. Bienvenue. Et donc, après, il n'y a pas la parole des militants, il n'y a pas la parole. Et donc, c'est le long parcours du combattant, des familles, dans les procès, qui aboutissent souvent à des non-lieux, et qui mettent ces familles-là, non seulement dans un deuil immédiat suite à la perte de leurs proches, mais qui les mettent dans des situations très précaires, psychologiquement, affectivement, et même matériellement, parce qu'il y a des avocats aussi qui vont payer. C'est très très... D'ailleurs, je rends honneur et hommage à toutes les familles qui ont défendu les leurs, parce qu'en défendant les leurs, ils ont défendu aussi beaucoup d'autres, dans l'espoir d'obtenir une sorte de jurisprudence, ça c'est très important. Et d'autant plus, un honneur d'autant plus mérité que, tenez-vous bien, les familles, quand elles défendent les leurs, elles ne les défendent pas de la même manière que nous les défendons en tant que militants.
elles évitent d'apparaître publiquement, de peur d'aggraver la situation de leurs proches, la défense de leurs proches. Donc elles ont une façon de militer, et nous le savons, parce que nous sommes en contact avec ces familles, elles ont une façon de militer discrète. Et donc, nous devons les soutenir dans leur démarche, y compris dans les formes de lutte qu'elles adoptent. Et nous devons aussi, nous, porter cette lutte-là, la rendre visible, parce que c'est très important. Je sais de quoi je parle parce que plusieurs fois nous avons invité par exemple Ramata, la sœur de la médiane qui a été assassinée pas loin dans les Amandiers ici, et elle était souvent entourée des membres très proches de la famille. Elle nous disait qu'il ne faut pas qu'on apparaisse en public, les femmes ne devraient pas apparaître en public. Moi, à la limite, je pourrais dire un mot, mais nous voulons rien prendre. Évidemment, nous avons respecté ces formes, mais je dois dire que cela ne doit pas nous interdire. Au contraire, on doit amplifier le travail pour faire connaître ces crimes policiers, ces crimes. Alors, je vais raccourcir mon propos, mais dire quand même un point très important, 2 points très importants. Ces violences ne sont pas des bavures, bien sûr, vous avez compris. Ces violences font partie d'un système mis au point de répression des quartiers populaires, c'est-à-dire pour empêcher les habitants, les jeunes de ces quartiers populaires de se révolter contre cet ordre social. C'est un système qui est mis en place parce que s'il s'agissait d'une violence, de violence sporadique, de dérapage, bon, on aurait vu un amoindrissement de ces violences, on aurait vu voire même une disparition, on aurait vu une justice rendue. La justice française ne peut pas se prévaloir d'un seul cas où elle a rendu justice à ces quartiers populaires. Le seul cas, à ma connaissance, c'est celui de Nanterre, où le comité de Nanterre des familles victimes des répressions policières a obtenu gain de cause et condamnation à 10 ans du policier incriminé. C'est le seul cas, à ma connaissance. Si vous en connaissez, donnez-nous-le, on le mettra sur les sites, sur tous les sites. Elle ne peut pas se prévaloir. Et donc, ces violences font partie de cette politique raciste de l'État. Alors souvent on nous dit oh FQP, et puis vous les militants là, vous êtes un peu radicaux, vous êtes un peu... C'est pas nous qui sommes radicaux. C'est la réalité qui est radicale. Et peut-être même que la réalité est plus radicale que nous le sommes. Le racisme, nous l'analysons, au FQP aujourd'hui, une analyse largement partagée, on s'en enorgueillit un peu, mais c'est pas que grâce à nous, grâce à tous les militants, tous les collectifs. C'est un racisme d'État et c'est d'abord pas un racisme moral. Pour nous, la morale, elle sert à régler les problèmes entre les gens, d'individu à individu. Il est méchant, il n'est pas poli, il n'aime pas, je n'aime pas, etc. Ah oui, ça peut régler la morale. Nous analysons le racisme comme un racisme structurel d'État utilisé comme un outil de domination. C'est un outil de domination et voire même d'exploitation si on intègre le racisme déployé vis-à-vis des sans-papiers. Nous les lions même plus aux guerres qui se font contre les peuples, les guerres impérialistes qui se font contre les peuples. Vous avez bien lu, au moins une partie d'entre vous, des tracts, stop à l'état d'urgence, les guerres d'ici et de là-bas sont les mêmes. Elles défendent les mêmes intérêts. Et là, nous le rappelons bien à propos dans ce thème-là sur les violences policières. Ces guerres-là sont des guerres contre le peuple. Je vais terminer par 2 petites choses. D'abord, en liaison avec l'actualité. Les événements de janvier, les événements dramatiques de janvier, qui ont touché la jeunesse française, le peuple français,
dans son entièreté d'ailleurs, hein, y compris dans sa composante immigrée. On a entendu des déclarations officielles disant que ce sont des jeunes porteurs d'une idéologie étrangère. Comme si on voulait dire que ça venait de l'extérieur de la France. Ce qui est complètement faux. Les jeunes qui ont commis ces attentats sont bien des jeunes Français, habitant des quartiers en France, et donc ils ont été formés par la société française. Première chose. Deuxième chose, on dit que les mesures efficaces, prétendues efficaces, qu'on propose pour contrer ces attentats racistes, ces éventuels attentats racistes, c'est la déchéance de la nationalité. C'est-à-dire que, voilà, ça ne vient pas de la France. Ça vient toujours de l'extérieur. Ça vient toujours de l'extérieur. C'est une attitude raciste. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à ces jeunes Français, ils n'ont jamais émigré d'ailleurs, ils ne connaissent pas d'autre pays que la France, on ne reconnaît pas le droit d'être français et de relever de la justice française. En d'autres temps, on aurait parlé d'attentats fascistes. Pour nous, ils le sont. Mais ces officiels-là n'ont pas utilisé le vocable de fasciste. Parce que là, ça voudrait dire qu'on reviendrait à des causes de la société française, les causes de la progression du fascisme dans la société française. Là, on ne veut pas aborder cette situation-là. Voilà une première chose. Deuxième chose. Et donc, il relèverait d'une situation d'exception. Un philosophe maghrébin, peut-être a-t-il une société française, Sidi Mohamed Barakat, membre du Collège de France, excusez du peu, a mis au point et a popularisé un concept qui recouvre une bonne partie de la réalité. Bon nombre de Français, qu'on met sous le vocable de immigrés, d'origine, comme on dit, d'origine coloniale, des ex-colonies, etc., font partie d'un corps d'exception. Nous relevons d'un corps d'exception. Moi, je relève d'un corps d'exception. Je n'ai pas la nationalité française, j'ai une carte de séjour, et donc mon droit du travail relève aussi du droit de séjour. Mon droit de circulation relève du droit de séjour. C'est un droit d'exception. Je peux faire l'objet de reconduite à la frontière à la suite d'un contrôle d'identité qui peut mal se passer ou bien se passer. On ne sait pas qui on a en face, ça devient le problème du guichet, quoi. Hein. Ça dépend. Et donc, c'est un problème d'exception. On relève d'un droit d'exception. C'est une notion très importante que je vous invite à découvrir, si vous le connaissez déjà, et à approfondir, parce que ça permet d'éclairer pas mal de choses. Dernière chose, c'est la question de ces guerres qui sont menées sur les territoires du Moyen-Orient, principalement, mais pas seulement. Quel lien avec les violences policières? Quel lien avec les violences policières et cet état d'urgence, ce décret d'état d'urgence qui paraît disproportionné par rapport à ce qui se passe réellement dans les quartiers? On utiliserait presque une grue pour soulever une mouche, c'est pas possible. Ben nous, on fait l'hypothèse suivante, c'est que cet état d'urgence, cette recrudescence des violences policières, on vous invite à la débattre, hein, c'est pas à prendre ou à laisser, sont faites pour circonvenir et pour contenir les soulèvements actuels et à venir dans les quartiers populaires, compte tenu des guerres que mène la France contre les peuples, aussi bien au Maghreb qu'au Moyen-Orient. On craint beaucoup que demain se soulèveront des jeunes et viendront manifester, pas seulement pour la Palestine, mais pour dire non à ces guerres-là qui sont menées en notre nom, au nom de la France, au nom du peuple de France, au Moyen-Orient. Imaginez des centaines et des centaines de jeunes
qui sortent demain et dire arrêt à la guerre en Libye, au Sahel, arrêt à la guerre en Palestine, arrêt à la guerre au Moyen-Orient. Nous n'en voulons pas. Et là, ce sont des jeunes des quartiers populaires par milliers, par milliers. Et c'est toute la renaissance à laquelle nous, on travaille au FQP, et comme d'autres, la renaissance du mouvement anti-impérialiste sur une base de classe, sur une base anti-impérialiste, efficace et réellement durable. Voilà ce que je voulais dire en introduction à ce débat. J'espère que vous en direz plus. Merci. Ça marche. Ouais, ça marche. Bonjour. Je crois que celui-là marche. Donc, je suis Nadir Mandoun, je suis journaliste en fait. Je remplace au cabinet Amal, qui devrait parler, donc on t'attend. Et donc, justement, moi j'ai couvert le procès de l'assassin du frère d'Amal, Ben Toussi. C'est un procès qui a eu lieu il y a quelques semaines, à la cour d'assises de Bobigny. Et donc, sans surprise, le policier, malgré beaucoup de choses un peu bizarres dans ce dossier, donc il a été acquitté, même s'il y a un procès en appel qui normalement devrait avoir lieu dans quelques mois. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Il paraît que le procureur général a fait donc appel le soir même de la décision, sauf qu'on l'a apprise 2-3 semaines après. Mais donc il apparaît que ça a été... Voilà. Donc moi j'ai suivi les débats tous les jours. J'y suis allé chaque matin, je suis resté toute la journée là-bas. Et le truc qui m'a le plus interpellé, c'était de voir comment la police se protégeait. On sent que c'est une mafia, quoi. Ils sont vraiment tous ensemble. Il y avait par exemple des choses moi, qui m'ont vachement choqué. Quand il y avait le flic, là, Damien Saboudjian, qui fondait en larmes, tu avais des collègues en pleine audience qui allaient le voir. Quoi. Des choses qui ne sont pas du tout normalement faites pour tous les autres. Si, par exemple, vous demain, vous passez devant le tribunal et si vous êtes, si par exemple vous êtes accusé, et si vous vous mettez à fondre en larmes, il y a votre soeur ou il y a votre frère qui ne peut pas aller venir vous voir. Quoi. Donc là, il y avait beaucoup de passe droit comme ça. Il y avait aussi, par exemple, le juge. On sentait que le juge, quand même, il était plutôt du côté de l'accusé et non de la victime, dans le sens où il posait certaines questions qui allaient dans le sens. Donc on avait ça pendant 5 jours. On avait plein de journalistes en plus, on avait plein de débats, et on sentait que dès le début que le procès allait partir dans ce sens-là. Après, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était... alors, je ne vous cache pas que j'ai rien préparé du tout. Donc là, je pars en roue libre. Parce que, enfin, voilà, je n'ai pas prévu du tout. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc, quand il y a eu ce procès, le seul point positif, moi, qui vraiment me donne espoir un peu, c'est de voir comment le procureur général était... je trouve que ça a été le seul à avoir fait son travail. Pour avoir couvert beaucoup de procès, j'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Vraiment, ça a été l'un des seuls à poser de bonnes questions. Il était vraiment... On sentait qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Il a quand même demandé de la prison avec sursis, ce qui est quand même rare pour ce genre de procès. Je pense que vous qui avez aussi couvert beaucoup de procès, vous vous rendez compte que ça a été... Donc je pense que l'affaire Damien Saboudjian a été... Je pense que c'est une affaire qui peut faire en sorte que les violences policières dans notre pays, ça peut changer de sens. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de flics à cette audience. Donc lors du délibéré, il y avait dans la salle
une cinquantaine de flics. On a vraiment senti une vraie tension ce soir-là. Je fais tomber. Et donc c'est aussi pour ça que, pour revenir à la cause de ce procès, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jeune Amin Ben Toutsi a 28 ans à l'époque des faits. Il est en train de prendre un verre dans un bar à Noisy-le-Sec. Quelqu'un dit qu'il est là. C'est un jeune braqueur qui donc n'était pas rentré de permission. Les flics débarquent à 5. Il y a une course-poursuite et tout ça. Voilà, et il reçoit une balle dans le dos de ce gardien de la paix. Les faits se passent le 21 avril 2012. Et pendant toute l'instruction, on apprend que les flics se protègent entre eux. T'en as un qui ment, qui dit que donc il avait vu tout, alors qu'en fait il avait rien vu du tout. Donc il ment encore devant le tribunal. Il avoue qu'il a menti. Il y a plusieurs écoutes téléphoniques parce qu'il y a eu une vraie enquête de la part de la police des polices qui a vraiment fait son boulot. Moi je trouve que ce procès, avec tous les défauts qu'il y a, moi je trouve que ça a été peut-être une des premières fois que la justice a essayé de faire son boulot. Après il y a eu une décision de la justice et des jurés, mais enfin, toi aussi qui étais là, hein, tu te rappelles, ça a vraiment été moi ça a été une des seules fois où j'étais persuadé que le policier allait être condamné. Après, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que le procès en appel va donner, mais je crois qu'il y a un maigre espoir à avoir. Voilà. C'est peut-être, parce que quand même, déjà que ce policier soit traduit devant la cour d'assises, ça arrive combien de fois? C'est rare déjà. Donc voilà, donc je pense qu'il ne faut pas lâcher la pression, et donc je pense que après, le problème avec la cour d'assises, c'est que même si la décision elle est rendue par les jurés, donc ils étaient 6, tu as quand même le juge qui mène tous les débats. Donc je pense que c'est pas simple pour des jurés de condamner un flic. En plus, je pense que les jurés, ils n'ont pas voulu juger le policier, mais plutôt la victime. Parce que, c'est vrai qu'Abid, il avait un casier judiciaire quand même assez chargé, mais le type, il s'est fait tirer d'une balle dans le dos, quoi. Voilà. Mais donc, ils n'ont pas retenu ça. En fait, c'est vrai vraiment, ce qui a été dommage dans ce procès, c'est qu'au lieu que les jurés jugent le policier, donc ils ont jugé la victime, alors que, donc je pense qu'on est tous d'accord ici, que le mec soit le plus gros délinquant ou pas, on n'a pas à tirer quelqu'un dans le dos, quoi. Donc je pense que pour en revenir à ce que tu disais, tu as raison de dire que c'est un système. Donc je pense qu'il faut se mettre à la place d'un si simple juré qui arrive le matin et qui a... Et là, parmi les jurés, après, moi, je ne veux pas faire du délit de faciès, mais voilà, il y avait des types, pendant toute l'audience, ils étaient en train de dormir. Tu vois, donc on n'avait rien à foutre un peu du truc. Et quand la justice de notre pays, c'est vrai qu'elle est rendue par des gens lambda un peu. Hein. En fait, c'est pas sur qui tu tombes. Hein. Et je me souviens que tous les jurés d'origine maghrébine ont été révoqués par l'avocat de la défense. Tous les métèques, tous les bougnoules, ils ont été mis de côté, quoi. Donc voilà, après, je pense que c'est le jeu de la démocratie, mais c'est vrai que c'était bizarre un peu. Ça fait le jeu de leur démocratie. Ah, mais de leur démocratie. Si, parce que c'est la même chose. Non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est dans la loi. Donc c'est leur démocratie. C'est la loi, ils ont le droit de le faire. Oui, ils ont le droit de... En fait, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, ils ont quand même le droit de le faire ou pas? Ils ont le droit de le faire. Donc ça fait partie du système démocratique, c'est ce que je veux dire. Après oui, qu'on soit contre ou pas, mais
là, c'est parce que ça ne nous arrange pas, mais si on prend d'autres trucs, tu as d'autres avocats de défense qui ne vont pas prendre des femmes dans des affaires de viol, par exemple. Voilà, c'est aussi la justice qui est aussi comme ça. On a le droit d'être pas d'accord, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Il faut que je meuble un peu. Pas ça, pas grave. Donc, au lieu de meubler, on va donner la parole au public. Et voilà, merci à vous. Je voulais seulement parler sur la Diègue. Sa famille, elle était toujours présente. Et je fais partie du collectif de la Diègue. Son père et sa mère sont toujours dans la manifestation. Depuis 2007, toute sa famille manifeste. Ils n'ont jamais lâché le procès. Tout récemment, il y a eu le rejet en lieu à la cour d'appel. Ils se sont pourvoyés en cour de cassation. Donc la famille Diègue est toujours présente. Vous êtes tous invités et même les associations peuvent venir s'associer. La famille n'a jamais cessé et ils ont été toujours présents, ils sont encore présents. La prochaine manifestation, c'est le 17 juin. Donc on vous attend tous. Merci. Bonsoir, je me présente Brigitte Brami. Merci pour votre allocution, à laquelle j'étais très sensible. Je voulais parler 2 secondes des flics parce que je les connais très bien malheureusement. Garde à vue, ils ont la totale. Peut-être y en a-t-il cachés en RG ce soir. Je les salue. Je suis sûre qu'elles sont très mignonnes. Elles ont des blousons. Je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas. Mais je suis sûre qu'elles sont très bien cachées et qu'elles vont beaucoup applaudir. Et qu'elles vont beaucoup applaudir à la fin de mon intervention. Effectivement, à mon avis, je ne sais pas pourquoi je dis d'ailleurs, hein, peut-être par rapport à mon orientation sexuelle, mais c'est un autre problème. Bon, effectivement que ça n'existe pas, les babus, évidemment. Peut-être que les écrivains savent en faire, c'est tout. Mais évidemment que c'est stratégique, je suis tout à fait d'accord. Alors on est peut-être content que peut-être qu'il y a des flics après avoir tué dans le dos quelqu'un, peut-être il aurait une peine avec sursis. Voilà, on en est là en France. On est content de ça. Bon. J'ai connu les flics, je les ai connus en garde à vue. Des ordures. Des ordures. Des sadiques. Je les appelle dans mon livre structure sadicanale, obsessionnel sadicanale. Pervers obsessionnel sadicanale. Comme dirait Freud, il y a les bénéfices secondaires quand on fait un métier. Bon. Eh bien, la police, que je déteste, encore plus les agents, les OPJ et les APJ, évidemment c'est politique. Évidemment, rien ne change. Évidemment, on a le droit d'exclure des jurés des personnes noires, des personnes arabes, des personnes basanées, etc. C'est la démocratie. Évidemment, attendez, non, mais laissez-moi, attendez, je peux finir, je suis un écrivain, donc le poison est dans la queue, le poison est dans la queue. Évidemment, écoutez-moi bien, évidemment qu'on a le droit de faire ça. Évidemment qu'on a le droit de prendre les Roumaines et de les emmener au commissariat, parce qu'elles ont volé. Évidemment, on a beaucoup de droits comme ça, successifs. À part que ça fait une catastrophe à la fin. Et que ça fait des morts. Et que quand je vais régulièrement au commissariat, j'ai eu la chance d'aller au commissariat dernièrement, je me suis dit, mais photographie d'où tu me marqueras dans un livre. Du coup, ils m'ont fait sortir très rapidement. Bon. Pourquoi? Évidemment, tous ces petits droits accumulés qui ne sont pas scandaleux, ça fait des catastrophes. Et ça fait la France. Et ça fait le racisme. Et ça fait le fascisme. Et ça fait la saloperie. Voilà. C'est ça que j'aime pas. C'est quand, si vous voulez, au lieu de voir à quoi ça aboutit, de façon continuelle, on prend les choses comme ça. Et tout va bien. Tout va bien quand on les prend de façon fractionnée. Je vais finir. Donc, si vous voulez, en fait, ça devient un cours éthique. Des jurés
Évidemment, on a le droit de les rétracter. Les flics emmènent au commissariat, ils ont le droit. À part que le crime circule partout, dans toutes les couches sociales, dans toutes les origines, etc., etc. Et les commissariats et les prisons possèdent toujours les mêmes personnes. Il y a un problème. Cherchez l'erreur. Bon. Je terminerai par une phrase, parce qu'en ce moment j'en veux beaucoup aux flics. Je terminerai par une phrase, on me dit mais vraiment tu es caricatural, je dis, arrête de dire le mal de la police. Il y en a des biens, il y a pas genre. Non mais je dis, quelqu'un m'a dit dernièrement, Brigitte, il y a des bons et des bons flics. Quelqu'un m'a même dit, tu sais qu'il y a des grands flics, Brigitte. Et j'ai répondu, oui, très bien, Joséphine. Il y a des grands flics, comme il y a de grandes épidémies. Moi, juste pour dire que je suis un peu, je suis aussi optimiste que le journaliste qu'on a entendu juste avant. On a appris il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un non-lieu dans le cas de l'affaire Adi-Siri, que c'est pas vraiment très rassurant. Voilà, simplement ça. Ça tombe bien. Une information, mercredi soir au cinéma La Clé à 20h, on présente le film Qui a tué Adi-Siri de Luc de Castel. Il y aura Omar Zamonti qui est animateur du collectif à Chanteuil qui sera là pour le débat. Donc je vous en mets là, c'est la plaquette de la production, vous pourrez le lire parce que c'est pas le film, hein, mais c'est toutes les explications autour de ce film. Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais une question. Est-ce que dans les mouvements de lutte contre les violences policières, ça fait plusieurs maintenant mois, années, que les personnes s'organisent pour donner un petit peu de visibilité aux affaires de crimes policiers qu'on a tous entendus. Est-ce qu'un des objectifs ne serait pas, pour passer un petit peu à la vitesse supérieure, de réclamer déjà en première étape le désarmement de la police et à plus long terme, plus court terme j'espère, la suppression de la police et du corps de la gendarmerie. Oui. J'en profite pour reprendre la parole et de la reprendre parce que je suis un peu fatigué. Rassurez-vous, au FIQP, il y a des jeunes en très bonne santé. Ne vous fiez pas à cette image-là. Des jeunes filles et des jeunes garçons très très en forme. La question est bien à propos. J'exagérerai un peu, avec ton autorisation, pour dire mais qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Pas seulement au FIQP, mais qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Je pense effectivement qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Bon, mais on a tout dit et rien dit quand on dit ça. Il faut vraiment préciser les choses. La première des choses, première des revendications qu'on met au fronton du FIQP, c'est suppression intégrale du contrôle aux faciès. Nous, on n'est pas pour les demi-mesures. Tu me donnes une étiquette, un reçu, comme quoi je t'ai contrôlé. Non. Nous, on est contre le contrôle aux faciès, en dehors de toute procédure judiciaire. C'est pas à nous d'ailleurs de dire la procédure judiciaire, c'est au syndicat de la magistrature, etc., qui mettent ça. Quand il y a une procédure judiciaire, évidemment, on pense qu'on relève de la justice. Pensons-nous. Donc, arrêt du contrôle aux faciès. Deuxième chose sur la question du port d'armes par la police. J'ouvre une parenthèse très rapide, comme à mon habitude. Savez-vous qu'en décembre 2011, M. Fillon a pris un décret, une circulaire. Ah oui, pour bien faire cacher des choses. Une circulaire autorisant les surveillants des OPGI, des HLM à porter des armes.
Personne n'en a parlé, personne n'a vu, personne n'a... Il n'y avait que la vigilance de militants. Alors évidemment, ils ont reculé un peu, mais nous le savons d'expérience, on recule pour mieux avancer, pour mieux sauter, pour mieux agresser, pour mieux réprimer, pour mieux exploiter. Donc nous, on est... J'avoue qu'on n'a pas fait un conclave pour ça, hein, parce que je respecte aussi mes camarades de mon organisation. On ne s'est pas réunis, on a dit quelle chose il faut faire ou quelle chose sur la question des armes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est contre ce décret, on est contre l'utilisation des armes dans des situations de répression comme le contrôle de faciès, etc. D'autant plus que le décret d'urgence a été accompagné de mesures gouvernementales autorisant la police à utiliser les armes, y compris en situation de non-légitime défense. Le saviez-vous? C'est officiel. Je n'invente rien. Vous verrez aux textes gouvernementaux. Et donc, nous, on se doutait bien avant que la légitime défense était une notion vaseuse, vagissante, etc., qui a été utilisée, comme on dit chez nous en arabe, l'eda pour le chef mida. C'est-à-dire, le juge et le joueur, c'est l'arbitre, c'est lui-même. Il fait ce qu'il veut. L'eda pour le chef mida. On sait de quoi on parle dans ces situations. Je vais dire autre chose aussi. Quand on a créé le FIQP, on a adressé, c'était dans un contexte d'élection présidentielle, etc. On a envoyé une lettre à tous les candidats à la présidence. C'est une lettre qui a été rédigée collectivement. Chacun a mis. Il y avait un couvain d'idées, et après, il y avait deux rédacteurs, on a FIQP, on a envoyé ça. Et à la suite de ça, certains ont demandé à nous rencontrer. Notamment l'équipe de Mélenchon. Il n'était pas disponible, on a été reçu par un de ses collaborateurs. Je faisais partie de la délégation de FIQP. Et ce fameux candidat de gauche, je dis fameux parce qu'on n'était pas d'accord du tout sur cette question. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ces positions. Il nous a dit, on va peut-être faire des propositions sur la formation des policiers. Soit, faites-le. Mais nous rejetons votre proposition de donner un récépissé pour le contrôle de faciès. Nous n'appellerons jamais nos militants, nos adhérents, nos sympathisants dans les quartiers à voter tel ou tel candidat. Ils feront leur choix, etc. Mais nous, voilà nos positions. Si vous êtes sur ces positions, évidemment, nous les ferons en commun. D'accord? Voilà. Ce n'est pas pour répondre, mais c'est pour donner des éléments quand même. Je terminerai par la chose suivante. Nous pensons effectivement qu'il faut passer à la vitesse supérieure. C'est quoi pour nous cette vitesse supérieure? C'est l'auto-organisation. L'auto-organisation dans les quartiers. L'autodéfense dans les quartiers. Entendons-nous. Parce qu'on voit des jeunes qui disent à nous, on va s'organiser, on va se défendre, si on nous attaque, on va attaquer, y compris physiquement, etc. Nous pensons que la défense la plus durable, la plus efficace, c'est l'autodéfense politique. On s'organise politiquement dans les quartiers. On s'organise de façon durable. C'est-à-dire, par exemple, sur ce thème-là, des violences policières, certains nous ont devancé, nous le soutenons, et nous essaierons de faire autant, sinon mieux, c'est de créer un réseau d'alerte pour que immédiatement, quand il y a agression, violence, assassinat d'origine policière ou sécuritaire, je n'aurai pas le temps de développer parce qu'il y a toute une nuance entre sécuritaire et policière, hein, pour sauvegarder l'ordre social. Et donc, immédiatement, que se mettent sous toutes les formes, modernes ou anciennes, Facebook, Internet, se mettent en alerte des militants pour tout de suite collecter l'information, la diffuser, s'organiser pour défendre et pour aller faire des manifestations, organiser des manifestations, etc. Et surtout pour que la parole des militants et des familles des victimes soit connue dans l'immédiatement.
Pas comme dans ce qui se fait à Marseille, quand il y a bavure, on ne sait même pas qui a tiré à la Kalachnikov, qui n'a pas tiré. Après, on entend des familles, mais non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. Il faut qu'on soit plus organisé sur cette question-là. Voilà pour nous ce que c'est que l'autodéfense. L'auto-organisation, l'autonomie totale dans les quartiers, à l'image de ce qui s'est fait et qui n'a pas été sans succès. L'image des Black Panthers aux États-Unis, ou aussi Rock Against the Police en Angleterre. On doit aussi tirer des leçons de ces organisations-là sur place. Il n'y a que ça. Je m'excuse, mais je ne vais pas rallonger beaucoup. Hein. On m'arrêterait en tout cas. Nos aînés, il faut qu'on apprenne les luttes de nos aînés, comme disait François. Nos aînés dans le MIP, c'est ça qui a fait leur succès quand ils ont mené la lutte contre la double peine. Ils ont obtenu ces succès-là. Ils ont manifesté devant les aéroports. Ils se sont mis couchés par terre devant les portes d'embarcation, devant les guichets d'embarcation. Ils ont été devant les prisons. Ils ont été dans les quartiers. C'est ces leçons-là qu'on doit tirer. C'est sur ces bases-là qu'on doit s'organiser en améliorant cette organisation. C'est ça ce qu'on appelle l'autodéfense et l'auto-organisation. Si on ne fait pas ça, personne ne le fera. Même si l'image est disproportionnée, je l'utiliserai quand même. En Palestine, s'il n'y avait pas les réfugiés de 48 qui habitent actuellement Gaza, en Palestine, s'il n'y avait pas de réfugiés de 48 qui habitent actuellement Gaza et qui de temps en temps lancent des roquettes contre leur propre maison, en Israël, dans l'État sioniste, il n'y aurait plus de résistance palestinienne. Il n'y aurait plus de droit à revendiquer. On peut faire ce qu'on veut. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de la rencontre que vous avez eue avec les gens de l'entourage de Mélenchon. En d'autres candidats, quels sont les autres qui ont manifesté? Ne pas répondre, Aucun autre. on a adressé aussi une lettre aux états-majors syndicaux. On a adressé aussi une lettre aux états-majors, j'appelle états-majors. Passez-moi l'expression. Aux directions syndicales. Il y a eu, honnête, même si je ne dois pas pour un syndicat ou un autre, il y a eu la seule réponse de ce billet. Dans cette lettre, on avait dit, nous, jeunes des quartiers populaires, sans papier ou avec papier, avec ou sans la nationalité française, nous avons vocation à construire avec les syndicats des actions contre les discriminations syndicales, mais aussi pour renforcer la lutte contre le capitalisme, le néolibéralisme. Et d'ailleurs, je dois préciser que cette réponse positive n'a pas été suivie d'effet. Donc on va reprendre notre patron de pèlerin. Nous y croyons parce que c'est une conviction ferme de construire des convergences, y compris avec les syndicats. Nous, on travaille sur le plan politique, on ne travaille pas à réagir simplement à des situations de façon... Nous avons l'ambition politique, ce n'est pas de la prétention, nous avons l'ambition politique de construire un grand mouvement qui articule aussi bien les situations spécifiques à l'immigration, parce qu'on considère qu'elles ne sont nulle part ailleurs prises en compte. C'est pour ça qu'on revendique l'organisation autonome, aussi bien financière que politique, mais aussi, nous ne voulons pas s'isoler, nous voulons construire ce mouvement-là parce qu'il ne réussira pas, sauf en union avec les forces révolutionnaires de France. Donc nous resterons attentifs à toutes les actions, qui feront attention à nos actions aussi. Une dernière chose avant de quitter carrément le scène, c'est, j'aime bien rappeler ce mot du plus vieux prisonnier politique de France, Georges Ebrahim Abdallah.
qui est encore en prison et qui, tout en étant emprisonné pendant de longues années, a gardé une lucidité politique qui nous édifie, qui nous nourrit et qui nous encourage. À propos des violences policières, je voudrais avertir moi-même, mes camarades, mais aussi tous ceux qui militent sur ce registre-là. Ce n'est pas une question juridique. Ce n'est pas exclusivement une question juridique. Bien sûr qu'il faut mener la bataille sur le terrain juridique. Il faudra bien l'intervention des avocats, il faut bien dénouer les choses, il faut bien obtenir, en fin de compte, il faut bien obtenir la libération des prisonniers ou bien la condamnation des criminels, des assassins. Mais comme le dit, et j'en viens donc à ce rappel, comme le dit Georges Ibrahim Abdallah, il ne faut pas passer longtemps à débattre pourquoi la justice ne rend-elle pas un verdict juste. Pourquoi la justice ne libère-t-elle pas tel ou tel prisonnier politique? Non, parce que ce sont les instances politiques qui décident du verdict. Ce sont en dernière instance, a-t-il dit, et je respecte et je souscris à ce qu'il a dit, ce sont en dernière instance les instances du capital qui décident s'il faut libérer un prisonnier politique ou condamner un policier. Voilà. Je voulais revenir sur la mort de... Je voulais revenir sur la mort de M. Bentoussi. Moi, quand j'ai appris le procès, c'était à la radio, et le journaliste insistait sur le fait qu'il était armé. Et du coup, si c'est pas le cas, je pense qu'il faut rappeler la vérité, parce que c'est important. Oui, notre cher ami pose la question, dit sur un fait très précis. Est-ce que le jeune Bentoussi était armé ou pas? Moi, je n'irai pas dans cette direction pour dire vrai ou faux. Ce qui est sûr, c'est qu'il est avéré qu'il a été tué d'une balle dans le dos. Donc, tout ce qui a été dit autour de la légitime défense, autour du casier judiciaire, notre ami Nadir voulait rapporter des faits un peu peut-être en fonction de sa profession de journaliste, donc dire le casier judiciaire était chargé, etc. Ce sont des faits qui étaient passés dans l'examen. Nous, ce qu'on retient, c'est que c'était une balle dans le dos et que c'est un jugement inique. Voilà. Pour le reste, les faits, j'invite tous et toutes à relire ce qui peut être lu, ces situations. Mais je n'ai pas entendu que cette histoire d'armes de jeunes armés. Je pense qu'ils n'ont pas invoqué, ils n'avaient pas intérêt. Ils avaient déjà beaucoup de soucis avec le tir de la balle dans le dos. Vous en mettre encore une autre. Hein. Ça, c'est vraiment... Je rappelle que le seul cas, moi, que j'ai eu, certains militants anciens un peu, quelques anciens là, où il y a eu injustice, où la justice a été rendue de façon acceptable par les victimes, par les membres de la profession, la justice, c'était le cas de Nanterre. Guébière. C'était Guébière à Nanterre, c'est les années 80. Et là, c'était une victoire qui a été menée sur de nombreuses années. Et d'ailleurs, le comité qui s'est organisé, non seulement il a obtenu la condamnation pour 10 ans de réclusion du policier incriminé, mais le comité s'est élargi à d'autres tâches. Ils ont obtenu le relogement de l'ancien des bidonvilles de Nanterre, qui étaient relogés dans des habitats très précaires, etc. Voilà. Moi, je voulais dire simplement, dans toutes ces affaires, à chaque fois, ils salissent la victime. Et leur but, c'est de dire que la victime, mais peu importe que ces victimes sont délinquants ou non, la police, son but, c'est de protéger. Le but de la police, c'est de garantir. Et non de tuer et d'assassiner les jeunes. Dans tous ces cas qu'on a vus avec les familles payées,
on met le point sur leur passé. Or, certains n'ont même pas un passé, et même s'ils ont un passé, la peine de mort est abolie depuis 1981. Donc on ne peut plus payer. La police n'a pas le droit de tuer personne. Je voudrais que tu reviennes sur le parcours de Georges Ibrahim Abdallah, parce que je ne pense pas que tout le monde connaît les détails. Donc l'acharnement judiciaire dont il a été victime, le lien entre le combat de Georges Ibrahim Abdallah et les quartiers populaires, parce que forcément on sait dans beaucoup de monde le lien entre un prisonnier pro-palestinien et les quartiers populaires, et l'état de la mobilisation actuellement. Pardon? Oui, Georges Ibrahim Abdallah, c'est un prisonnier. Vous voulez que je passe à votre place? Mettez-vous. Le collectif et l'un des représentants peut venir parler. Alors, j'invite ceux qui sont pas au courant de qui est Georges Ibrahim Abdallah à s'intéresser à ce prisonnier politique enfermé en France depuis 1984, si je ne me trompe pas, qui, déjà dans les modalités du procès, il y a eu aussi des choses inacceptables, comme le fait que son avocat était un flic. Il y a eu... déjà sa culpabilité a été... Oui, bon, il a été accusé de l'assassinat de 2 personnes des services secrets israéliens et américains, Barsimentoff et que je ne me souviens plus de l'américain, Charles Ray. Donc voilà, ça fait depuis plus de 19 ans qu'il est libérable, depuis 1999, mais il est maintenu en prison donc, pour des raisons politiques, sous la pression aussi d'Israël et des États-Unis. Il y a des documents qui le montrent. Il y a même eu un échange de mails qui a été déclassifié. Récemment, on voit Hillary Clinton demander à Fabius de le laisser en prison, alors qu'il pourrait être extradé au Liban. Et c'est important à mon avis, ça peut être un moyen de catalyser la lutte. Il catalyse plusieurs luttes, car c'est un mouvement, c'est un militant communiste, anti-impérialiste, pro-palestinien. Pourquoi ça concerne les quartiers populaires? Pourquoi, par exemple, à la MAFED, à la marche pour la dignité, il y avait des militants pro-palestiniens? Parce que, comme le perçoivent de manière pertinente les jeunes des quartiers populaires, la question de la Palestine, la question de l'impérialisme, la question de l'anticapitalisme, elle est liée aux conditions sociales qu'on vit dans le quartier populaire, elle est liée au racisme, elle est liée à la domination policière. C'est un seul et même système de domination. Elle est liée aussi au combat contre le fascisme. On ne peut pas prétendre combattre le fascisme, la montée du fascisme, si on n'est pas aussi anti-impérialiste, parce qu'il y a aussi un anti-impérialisme usurpateur qui est dans la bouche de certains gens d'extrême droite. Le seul anti-impérialisme valable, c'est un anti-impérialisme d'extrême gauche, anticapitaliste. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais je ne sais pas trop comment conclure, mais en tout cas, pour inviter à s'intéresser à Georges Abdallah et à lutter pour sa libération. Il y a la semaine des prisonniers politiques ce mois d'avril. Le mois d'avril, c'est entre le 17 et le 9 et le 17 avril. Il y aura le 17 avril pour Georges Ibrahim Abdallah. On voit aujourd'hui le système vraiment se fasciser et la montée du fascisme. Et il y a des mesures en conséquence. Les dernières qu'on a pu nous annoncer, c'est par exemple l'armement des vigiles.
alors on va avoir toute une série de gens qui vont faire un couvert. C'est d'ailleurs pour ça que le fascisme d'aujourd'hui, il aura besoin de... Il aura qu'à rentrer dans les chaussons. Il n'a pas besoin des SA. Hein, c'est plus la peine. Il peut faire des alliances, ça passe de la gauche à la droite, etc. Je vais donner un exemple, qui concerne mon organisation. Hier, il y a des camarades qui étaient en train de coller à Belleville pour le féminisme prolétarien, on appelle ça comme ça. Ils ont été arrêtés, ils sont encore en garde à vue. Avec des menottes dans le dos, comme si, etc. Bon. On a un autre camarade, la même chose, la même organisation, c'est Marc Maurice, tout le monde le sait, j'ai pas besoin de le cacher, on connaît. À Clermont-Ferrand, il passe le 23 mai, pourquoi? Parce qu'il aurait, il aurait été un organisateur des manifestations pendant la période de l'état d'urgence. Et voilà. Alors il y en a plein des comme ça. Et c'est lié à tout ce qui se passe dans les quartiers populaires, parce que c'est là qu'il peut y avoir la résistance, effectivement. C'est dans les usines, c'est partout là où il faut s'organiser. Mais il ne faut pas simplement s'organiser, je suis d'accord avec mes camarades, il faut s'organiser en alerte. Mais pas seulement en alerte, il faut être prêt à se défendre à un moment donné. Alors on n'en est pas encore là, mais il faut y penser. Il faut voir comment on va... Parce que les autres, ils sortent de plus en plus. Ils interviennent de plus en plus dans les pays dits du tiers-monde, enfin dans les pays au Moyen-Orient. Et on a des exemples où il y a des pays où les gens s'arment, comme en Inde où il y a une guerre populaire, comme aux Philippines où il y a une guerre populaire. Et là, ils reprennent le flambeau de nos anciens, c'est-à-dire la démarche pour non seulement la démocratie, mais pour le socialisme, pour arriver à un monde où les gens seront égaux, qu'il n'y aura plus d'armes, etc. Tout ce dont nous rêvons tous. Et pour ça, ça va être une lutte dure, parce qu'ils vont continuer à se partager le monde. On est encore dans une étape où il y a un repartage du monde, avec des puissances impérialistes qui montent, des nouvelles, comme la Russie, comme la Chine, qui n'ont plus rien à voir avec le socialisme, etc., qui sont même pires que peut-être certains régimes fascistes pour certains. Alors, tout ça, ça se développe dans le monde entier. Alors, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a le camp des peuples et le prolétariat d'un côté, et la bourgeoisie et tous les réactionnaires. Voilà, c'est tout. Pourquoi ils ne veulent pas que dans les classes populaires, on doit parler de la Palestine? Parce que si on parle de la Palestine, on va parler de la justice. Et la justice, elle manque dans les quartiers populaires. Parce que la police, elle a tous les droits dans le quartier populaire. Parce que la police, ou l'État et tous les pouvoirs essaient d'encadrer toute la population. Même la population française qui est dans les quartiers populaires, on essaie de les parquer, de les éloigner de la politique. C'est pour ça que la politique doit concerner les quartiers populaires, et les quartiers populaires doivent être très solidaires pour toutes les villes, non seulement pour la Palestine, parce que c'est un droit national, mais un droit international, un droit humain, le droit de la Palestine. C'est le droit de leur terre, c'est le droit aussi de la population. En tant qu'être humain, on ne peut pas être observateur sur la justice de la confiscation de la terre palestinienne. On ne peut pas admettre que la Palestine doit disparaître, parce que si on ne fait rien, bientôt il n'y aura même pas de Palestine. Heureusement qu'il y a des résistances en place et qui résistent et qui continuent. On les a isolés complètement du monde. Donc, toute personne qui est dans la salle et qui a la nationalité française doit aller en Palestine, parce qu'il n'y a pas de visa entre la France et Israël. Bonjour tout le monde. Ce que je ne pensais pas pour continuer à parler de la Palestine, c'est pour revenir sur la dimension étatique de la politique répressive et des violences policières. Dans l'idée aussi d'illustrer à quel point c'est une politique organisée, institutionnelle, et absolument pas une succession de dérapages ou d'accidents. Moi je voulais apporter la dimension internationale aussi de cette dimension sécuritaire, avec la coopération sécuritaire de la France,
avec des régimes qui sont aujourd'hui aussi sous état d'urgence, avec des répressions qu'on ne qualifie pas à destination du quartier populaire, mais tout simplement à destination des opposants, des jeunes, des manifestants. Moi je travaille pour Survie et aujourd'hui on interpelle le gouvernement ou certains de ses membres sur des régimes amis, des régimes alliés actuellement, qui interdisent les manifestations, qui interdisent les rassemblements et qui répriment à balles réelles sa population, notamment le Tchad, le Gabon et le Congo. Et cette dimension, elle peut être un peu déconnectée de ce propos-là, et pour nous, ça n'est pas du tout. Il y a une vraie continuité, une vraie importation d'une logique coloniale et d'une logique impérialiste entre la politique étrangère et la politique en France, avec tout ce que peut apporter Mathieu Rigouste aussi d'analyse sur cette continuité-là, sur les lignes intérieures, sur une logique coloniale importée dans les quartiers populaires. Et voilà, aujourd'hui, la France arme, encadre, vend des armes, vend du conseil, de l'ingénierie de gendarmerie à des régimes qui sont portés et incarnés par des gens qui interdisent les manifestations et qui tirent à balles réelles sur les opposants. De notre point de vue, il y a une certaine continuité avec la question des violences policières en France. Merci. Alors, en fait, moi je vais vous parler surtout de l'autre regard que portent les capitalistes sur les enfants, qui est quand même très grave. Je ne sais pas si vous avez vu, pour certains d'entre vous, il y a une vidéo qui est passée, donc ça remonte à peut-être un mois, et on voit donc, en fait deux vidéos. D'abord, il y a eu une vidéo sur le MEDEF, une réunion du MEDEF, et il y a un des patrons qui dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est un enfant? Pourquoi les enfants ne travailleraient pas, quoi? Qu'est-ce que c'est un enfant? Alors là, on est arrivé vraiment au Moyen-Âge, quoi. Je veux dire, avec l'évolution qu'on a eue pour le respect de l'enfant, et là on a bien dire, mais qu'est-ce que c'est un enfant? Et un patron du MEDEF. Bon. Et aussi, encore dans le même, dans le même esprit, en tout cas avec les mêmes personnes, il y a aussi un patron du MEDEF qui disait j'ai eu affaire à mon homologue d'Arabie Saoudite, et il m'a dit, vous voyez, nous, s'il y avait une grève ici, eh bien, tous les grévistes seraient en prison. Moi, je pense qu'il a plutôt dit tous les grévistes, on leur aurait tiré dessus. Enfin bon, et comme il ne pouvait pas traduire exactement ce qui se passait en Arabie Saoudite, il a dit on le remet dans un miroir. Il était tout fier de dire ça devant tous les patrons du MEDEF, comme si c'était normal, une évidence, qu'on devrait en arriver là. Je veux dire, c'est choquant. Mais ce qu'il y a en France, bon, c'est bien les manifestations, mais je crois qu'il y a encore un esprit trop corporatiste où les gens défendent leur précaré, et il n'y a pas de manifestation, sauf des petits groupuscules, comme nous, peut-être d'autres, pour des grands sujets de société. Vous voyez? Et c'est un peu ce qui est dommage. Il faudrait quand même que les Français sortent de leur précaré. Voilà. Voilà. Il y a des tas de choses où ils ne se sentent pas concernés, et même si c'est grave, on ne voit jamais personne manifester pour ces sujets-là. C'est un peu dommage. Enfin, on ne peut pas. Voilà. C'est le même patron qui a dit ça, c'est celui qui est en France, et il ne parle pas d'un qui s'appelle le Khata. Quoi? Vous avez compris, hein?